Cécile, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la fessée. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tu es peut-être comme moi, tu assistes régulièrement à des débats un petit peu surréalistes entre une personne qui justifie le fait de donner la fessée par certains arguments et tu ne sais pas toujours comment contre-argumenter, ou alors tu as tendance à t'énerver peut-être face à ces arguments-là. Alors que tu sois adulte, enfant, que ce soit ton voisin, ton mari, ta femme, tes amis, dans ton entourage, un membre de ta famille, ou peu importe, une personne que tu as croisée sur ton chemin et que tu aimerais aider à sortir de la fessée, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo. L'argument numéro 1 qu'on entend de la plupart des gens qui donnent des fessées, c'est « j'ai reçu des fessées quand j'étais enfant et je n'en suis pas mort, je n'en suis pas morte ». Alors ça c'est vraiment l'argument de la personne qui a le sentiment de ne faire aucun mal en donnant des fessées, et c'est souvent des gens de notre entourage, des gens qui sont éduqués, des gens qui ont fait des études souvent, peu importe leur situation professionnelle, sociale, eh bien c'est l'argument qui est avancé en premier dans la plupart des conversations. Alors ça me fait penser à l'argument du fumeur, vous savez, la personne fumeuse qui vous dit moi j'ai fumé 2 paquets par jour pendant 30, 40, 50 ans et je n'en suis pas morte. Alors effectivement, bravo, félicitations, tu fais partie des 2/3 des fumeurs qui ne meurent pas d'un cancer. Et oui, bravo à toi, tu t'en es sorti et c'est génial. Est-ce que ça veut dire pour autant que fumer est bon pour ta santé? Une vaste majorité des personnes de ma génération ou d'autres générations a effectivement reçu des fessées et s'en est remis. Heureusement qu'on arrive à surmonter certains traumatismes, heureusement que certaines femmes battues arrivent à mener une vie épanouissante, donc heureusement que certains enfants et certains adultes ont une force intérieure qui leur permet de surmonter des traumatismes, mais ce n'est pas la fessée qui fait qu'on est plus épanoui, de la même façon que ce n'est pas le fait d'être battu qui rend cette personne plus épanouie, c'est parce qu'elle a trouvé des ressources ailleurs qu'elle a réussi à s'épanouir. Deuxième argument des pro-fessées, c'est donner la fessée, c'est pas vraiment taper. Alors, j'aimerais bien là que tu m'expliques la différence entre donner une fessée et taper. Est-ce que donner une fessée, c'est juste donner une tapette gentillette? Est-ce que c'est modérer un peu sa force pour donner une tape un peu moins forte qu'une vraie tape? Les recherches montrent qu'un enfant à qui on donne la fessée est blessé, alors si ce n'est pas physiquement, c'est émotionnellement, parce qu'il ressent de la honte, de l'humiliation. Et ça reste comme des traces ancrées en lui. Donc il ne faut pas imaginer que parce qu'on donne une fessée, c'est moins grave que de taper. C'est une forme de violence. De la même façon que punir est une forme d'expression de la violence, crier est une forme d'expression de la violence. Troisième argument avancé par les pro-fessées, c'est parfois nos enfants ont besoin d'une bonne fessée pour leur remettre les idées en place, pour qu'ils changent de comportement. Alors les recherches montrent là encore que un enfant à qui on donne la fessée a toutes les chances de reproduire ce comportement et d'être agressif et de faire preuve d'accès de violence à son tour. Maman, t'as pas rangé tes affaires, c'est pas bien. Donc faut pas oublier qu'on a un modèle et que la façon dont on agit, c'est la façon dont nos enfants vont agir plus tard, ou ça peut être même maintenant, en agissant avec un comportement agressif et violent à l'encontre des autres. Donc effectivement, sur le moment, à très très court terme, eh ben, notre enfant il peut se plier à ce qu'on lui demande. Mais j'utilise bien ce mot se plier parce que ça veut dire que nos enfants nous obéissent, et quand on est dans l'obéissance, c'est dans le rapport de force, forcément il y a un dominant, un dominé. Et le dominé, il est plus faible et donc il va se plier à ce qu'on lui demande parce que il n'a pas trop le choix et il a peur. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on donne une fessée à nos enfants? Notre enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que si papa ou maman résout ses problèmes en tapant, eh bien c'est que ça doit être la bonne façon de résoudre des problèmes. Donc moi aussi, pourquoi je ne me mettrais pas à taper? Nos enfants font ce qu'on leur montre et non pas ce qu'on leur dit. Et surtout, on n'élimine pas le comportement que l'on veut voir éliminer sur le court terme, c'est-à-dire la violence ou l'agressivité chez nos enfants. Au contraire, on la renforce. Donc c'est complètement contre-productif. Quatrième argument avancé par les pro-fessées, c'est je lui ai donné une fessée parce qu'il a failli traverser la rue en courant. Sous-entendu, c'est pour sa sécurité, c'est pour son bien.
En réalité, quand on crie sur notre enfant ou qu'on lui donne une fessée parce qu'il a failli se faire écraser, c'est simplement que on a eu très peur et qu'on n'a pas été capable de gérer la situation autrement et surtout d'anticiper. Donc on a quelque part failli à notre rôle premier de parents qui est d'assurer la sécurité de nos enfants, et en gros on fait payer nos enfants pour avoir manqué à cette responsabilité de veiller à la sécurité de nos enfants. Donc ils payent le double prix, non seulement ils ont failli se faire écraser, ils ont eu peur eux aussi, mais en plus ils se font engueuler, ils se font crier dessus, ils se font taper parce qu'ils l'ont fait. Alors moi je suis pour les conséquences naturelles, c'est-à-dire faire en sorte que nos enfants comprennent la conséquence de leurs actes. Par exemple, s'ils sortent sans manteau pour aller dehors et qu'il fait froid, ils vont sentir le froid et ils vont se rendre compte qu'effectivement ils auraient peut-être dû prendre leur manteau. Si ils vont sous la pluie et qu'ils prennent pas leurs bottes, ils vont avoir les pieds mouillés. Donc ça c'est des conséquences naturelles qu'ils peuvent expérimenter et se rendre compte par eux-mêmes et apprendre que la prochaine fois qu'il fait froid et qu'ils veulent sortir, il faudra peut-être mettre le manteau ou les bottes. Mais par contre, quand il y a un danger imminent ou quand notre enfant est trop jeune pour comprendre ce qui se passe, dans ce cas-là, on va lui tenir la main pour éviter qu'il se mette à courir quand on est à côté d'une route. Voilà. Et si on fait pas ça, eh bien effectivement, on a le risque qu'il se fasse écraser et nous-mêmes de ne pas pouvoir veiller à sa sécurité correctement. Alors, je dis pas que c'est facile dans tous les cas, je sais que nos enfants ils bougent beaucoup. Le mieux c'est quand même de tenir notre enfant par la main quand on est au bord d'une route ou de le mettre dans une poussette s'il veut absolument pas nous tenir la main. De l'attacher dans sa poussette. 5e argument qu'on entend souvent, pour certains enfants, les mettre au coin suffit, mais pour d'autres, on est obligé de leur donner la fessée parce que sinon ils comprennent pas. Alors déjà, quand on met au coin notre enfant, quand on isole un enfant, on est déjà parti sur la mauvaise route, la mauvaise stratégie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le rapport de force, et dans le rapport de force, en fait, on va commencer à enchaîner vers l'escalade de toujours plus pour pouvoir effectivement faire obéir notre enfant, parce que là, on part aussi sur de mauvais vocabulaire. Quand on veut faire plier quelqu'un à ce qu'on souhaite, à nos demandes, à nos ordres, eh bien, on n'a plus vraiment dans le rôle du parent coach, on est dans le rôle du parent qui veut se faire obéir et qui veut imposer la force à l'autre. Et comme dans toute relation, y compris avec les adultes, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et c'est normal qu'un enfant se rebelle entre guillemets quand on veut lui imposer quelque chose. De la même façon que nous, on n'aimerait pas qu'on nous impose quelque chose dans la vie courante, sauf si on est à l'armée où là, on s'est engagé pour ça. Donc, quand on commence à isoler, à mettre au coin nos enfants, eh bien, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait de l'escalade dans la violence entre guillemets. Donc, au départ, effectivement, ça va être mettre au coin, mais comme ça suffit pas, on va donner des fessées et ça fonctionne tant que notre enfant est petit, mais quand il va commencer à grandir et à avoir plus de force que nous, et notamment quand il sera ado, quand il aura 14-15 ans, cette force, il va la retourner contre nous, ou bien il va fuguer, enfin bref, il va avoir un comportement qui montre qu'il est complètement déconnecté et que notre relation, en fait, on l'a complètement abîmée en étant dans le rapport de force. Alors quand je dis ça, je voudrais quand même apporter un petit bémol à ce que je suis en train d'avancer comme contre-argument, parce que je sais que pour certains parents c'est pas facile en fait de sortir du rapport de force parce que eux-mêmes ils sont souvent déclenchés, et moi-même ça m'arrive de réagir à ma colère et de pas réagir de la meilleure façon vis-à-vis de ma fille Luce. Mais dans ce cas-là, on peut toujours s'excuser auprès de nos enfants. Évidemment, on n'en arrive pas toujours jusqu'à donner des fessées ou taper. Donc ça, c'est encore, ça montre que le parent est complètement démuni en fait. Et souvent, quand il y a de la colère comme ça qui amène à des accès de violence, eh bien, c'est que le parent, il n'a pas donné la porte ouverte à sa propre vulnérabilité. Parce que derrière la colère, il y a souvent une blessure. Et souvent, le parent, il n'est pas conscient de cette blessure même. Mais en gros, il va rester dans la colère pour ne pas ressentir peut-être ses blessures du passé, et il va pas pouvoir surmonter ça tant qu'il n'a pas fait ce travail sur lui-même en fait. Donc j'ai de l'empathie pour les parents qui ne savent pas gérer autrement, mais sont sur le chemin de changer parce qu'ils ont conscience que ce n'est pas la meilleure façon de faire pour créer de belles relations avec leurs enfants, et ils sont en train de changer et de faire ce travail, en tout cas de s'informer pour le faire. Par contre, j'ai pas d'empathie du tout pour les parents qui sont informés et persistent et signent. D'autant qu'aujourd'hui, on a accès à
toute l'information nécessaire pour changer, si on veut changer. Donc que ce soit à travers des informations qu'on trouve sur internet, dans des magazines, etc., des documentaires à la télé, ou que ce soit encore à travers des formations comme celles que je dispense par exemple. Je sais aussi que dans certaines circonstances, quand on est notamment dans un lieu public, la pression des autres, du regard des autres est parfois très difficile à gérer pour certains parents qui ont peur de passer pour une mauvaise mère ou un mauvais père parce qu'ils sont pas assez durs avec leurs enfants. Et donc dans ce cas-là, ils peuvent avoir aussi la mauvaise réaction que de donner des fessées pour montrer effectivement que c'est pas l'enfant qui a raison et c'est pas lui qui dirige à la maison. Donc là encore, pour assumer complètement son rôle et pour prendre confiance dans son rôle de parent, il faut avoir les bons outils, les bonnes clés. Donc là aussi, je t'invite à t'informer, à te former pour ça. Mais en tant qu'adulte, en tant que parent responsable, je t'invite vraiment à le faire. Pourquoi ? Parce que on est garant de la sécurité de nos enfants et de leur bien-être et de les accompagner pour qu'ils soient plus épanouis dans ce monde pour offrir ce qu'ils ont de meilleur à offrir. Et on ne peut le faire que si on accepte sa propre vulnérabilité et qu'on fait un travail sur soi en tant que parent. Mais encore une fois, quand on s'emporte, et c'est humain, on a tous à un moment ou à un autre, parce qu'on est fatigué, parce que on est déclenché, parce que nos enfants ils vivent toutes sortes d'émotions très fortes, intenses, et qu'il est parfois difficile de gérer ça quand on est parent, et il faut avoir de l'énergie et de la disponibilité d'esprit. Et bien, quand on est déclenché et qu'on crie sur nos enfants par exemple, eh bien, on peut toujours aller vers eux pour s'excuser. Il n'est jamais trop tard en fait pour reprendre le contrôle sur son rôle de parent, reprendre confiance. J'ai un dernier point que j'aimerais partager avec toi, qui est pas le moindre, c'est l'enseignement qu'on fait passer à nos enfants quand on leur donne la fessée. En fait, quand un enfant a besoin de motivation externe, que ce soit une récompense, une punition, un châtiment corporel, pour faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, ou qu'il a besoin de la validation de ses parents pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais il lui est très difficile de construire son propre bon jugement, de construire son propre code entre guillemets de valeurs morales. Je te donne un exemple, si ton enfant reçoit une fessée parce qu'il n'a pas voulu prêter un jouet à son copain, et bien qu'est-ce qu'il retient de ça? C'est que s'il ne prête pas de jouet, il a une fessée, donc il a mal. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va dire j'ai intérêt à prêter jouet, mais non pas parce que prêter jouet fait plaisir à l'enfant et que ça me fait plaisir parce que je développe une générosité, une forme de générosité en moi. Je vais pas le faire pour ça, je vais le faire parce que sinon je m'en prends une. Et dans une autre circonstance, si la situation se reproduit, et ça va se reproduire forcément à un moment où je devrais à nouveau prêter le jouet, et bien si maman n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas vouloir le prêter puisque j'ai aucune conséquence négative si je le fais pas. Et surtout, j'ai pas appris que quand je fais quelque chose, je peux le faire parce que ça correspond à des valeurs que je suis en train de construire, de générosité. Voilà, prêter, ça va faire plaisir à l'autre. Donc d'être dans un esprit de bienveillance, tout ça je l'apprends pas en fait. Et la seule chose que je retiens, c'est pour faire quelque chose ou ne pas faire, on tape. Et pour finir, j'aimerais simplement partager une réflexion avec toi, c'est que de nombreuses personnes opprimées, adultes, se sont rebellées dans notre histoire, comme par exemple des esclaves qui se sont à un moment levés pour défendre leurs droits, et suite à ça, ça a mis du temps, mais dans notre histoire, on a réussi à abolir l'esclavage dans de nombreux pays. Mais nos enfants, eux, ils n'ont pas cette possibilité-là. Ils n'ont pas la possibilité de défendre leurs droits tout seuls, de se défendre tout seuls. Et en plus, quand ils se rebellent en ayant un comportement qui est désagréable pour nous, parce qu'ils vont crier ou ils vont assez logiquement s'opposer à nous parce qu'on est dans le rapport de force encore une fois, et bien dans ce cas-là on va leur crier encore plus dessus. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça, remettre en perspective un petit peu tout ce qu'on vient de voir ensemble. Encore une fois, partage avec des parents de ton entourage pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ces ressources. Et si tu veux aller plus loin pour créer une belle relation avec tes enfants et sortir définitivement du rapport de force, je t'invite à rejoindre les membres de mes programmes Opération Coopération Parents et Enfants Zen, dans lesquels tu vas vraiment trouver des ressources et des clés, des outils concrets qui vont te permettre de franchir ce cap et de créer la belle relation que tu mérites d'avoir avec tes enfants. Voilà, je t'embrasse, je te dis à très très vite et à bientôt. Bye bye.